tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner comme un pasteur. C'est pas parce que vous en avez monté mon néné qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo. Spécial 30 juin, spécial 30 juin, spécial 30 juin. Merci à vous tous qui nous suivez à travers la République démocratique du Congo. Merci de faire confiance à la télévision chrétienne Sangomalamu. Nous sommes une télévision chrétienne et nous sommes dans la communauté nationale. Comme le dit mon invité, le docteur Silas Mimile Makangu, nous allons nous pencher spécialement aujourd'hui sur la République démocratique du Congo. 60 ans après, la République démocratique du Congo représente quoi sur le plan politique, sur le plan du développement, mais aussi de manière par ricochet. Comme on est un ministère chrétien, nous ne pouvons jamais terminer cette émission sans parler de l'Église, corps du Christ, 60 ans après. L'Église a vu le jour quand, comment l'Église évolue, progression, régression, toutes ces questions trouveront les réponses ici. Pas seulement en RDC, mais nous allons parler de l'Église sur le plan national, sur le plan de l'Afrique, mais pourquoi pas international avec nos ministères qui s'expatrient à l'extérieur. Nous allons en parler avec le docteur Silas Mimile Makangu. Spécial 30 juin. Bonne fête de l'indépendance aux chrétiens. Est-ce qu'un chrétien mérite de fêter la fête d'indépendance? C'est par là que nous allons commencer avec le docteur Silas Mimile Makangu. Docteur Silas, bonjour. Bonjour Eddie Kankou. Bonjour à toutes vos téléspectatrices ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Et bonne fête d'indépendance. Voilà, bonne fête d'indépendance aux Congolais qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo. Voilà, parce que ceux qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo, j'ai comme l'impression qu'il faudrait sortir du Congo, il faudrait passer quelques temps en dehors du pays pour constater, pour comprendre ce que vaut chez soi. Ce qu'un chez soi représente, parce que lorsque vous êtes à l'étranger, vous subissez les injustices, vous sentez combien vous êtes défavorisé par rapport aux autochtones, vous vous rendez compte qu'il vaut mieux pour moi d'être chez moi. Donc notre diaspora éparpillée à travers le monde, aujourd'hui on l'estime à plus de 10 millions de Congolais qui vivent à l'étranger, dans différents coins, même là où vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. J'ai discuté avec un frère qui m'a dit qu'il a été reçu par une famille congolaise habitant au Yémen. Ok, au Yémen, très loin. Mais voilà les Congolais partout. Donc à eux aussi, nous souhaitons bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance. La première question qui me traverse l'esprit, est-ce qu'un chrétien doit célébrer ou peut célébrer la fête d'indépendance? Bon, si ce chrétien est tombé du ciel, hein, c'est-à-dire sans passer par les entrailles d'une mère, si ce chrétien est tombé d'un arbre sans avoir été engendré par des parents physiques, biologiques, là il ne peut pas fester. Mais si seulement il reconnaît avoir une ascendance, s'il reconnaît qu'il peut être installé ou encore défini par rapport à un arbre généalogique, je pense que le chrétien a le droit et il a le pouvoir et le droit de fêter les 60 ans d'indépendance parce que ce chrétien est avant tout citoyen d'une nation. Le chrétien est avant tout citoyen d'une nation. C'est d'ailleurs là notre but, notre combat, d'amener les chrétiens à comprendre que la chrétienté ne vous enlève pas votre citoyenneté. Vous êtes chrétien originaire d'une nation. On a dit de Jésus qu'il était Jésus de Nazareth. Jésus a répondu à la femme syro-phénicienne en disant « Je suis d'abord venu pour les brebis égarées d'Israël. » Voyez-vous? Il dit « Je suis d'abord venu pour les brebis égarées d'Israël. » Jésus va encore ajouter en disant qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui sont les enfants dont Jésus parlait? Il ne parlait pas d'une race qui se distinguait par une quelconque moralité. Il parlait des enfants comme étant les enfants d'Israël. Et que les autres qui étaient d'autres nations n'avaient pas droit à l'exercice de son ministère. Voilà. Donc, un chrétien peut célébrer
l'indépendance, un chrétien doit célébrer l'indépendance de son pays. Pourquoi? Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un chrétien pour comprendre l'essence de la liberté. Un chrétien. Lorsqu'on est véritablement un chrétien, on a une autre connotation du concept liberté. Les chrétiens comprennent ce que c'est liberté. Les chrétiens comprennent la place qu'occupe le mot liberté dans la Bible. Les chrétiens comprennent comment est-ce que Dieu est capable de déployer toutes ses armées pour libérer son peuple. Les chrétiens comprennent que l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha avait pour finalité de libérer l'homme que nous sommes. Voilà. Mais est-ce qu'on peut organiser des séminaires? Une dernière question avant de parler de la question de manière directe. On peut organiser des séminaires au sein de l'Église pour parler de l'indépendance, utiliser cette thématique pour édifier le peuple de Dieu. Le terme indépendance ou bien l'indépendance de son pays? L'indépendance de son pays. Le tout dépend de quel objectif on poursuit. Le tout dépend de quelle est la motivation derrière ces séminaires-là. Parce qu'on peut aussi animer un séminaire sur la foi, mais les motivations ne sont pas pures. On peut animer un séminaire sur la prospérité, mais le but, c'est pour rançonner. Ok? Je répète, il n'y a pas mieux qu'un chrétien pour comprendre ce que c'est l'indépendance, ce que c'est la liberté. Parce que l'œuvre de Christ, voilà pourquoi on l'appelle l'œuvre de la rédemption. Il est venu nous libérer, il est venu nous affranchir. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Paul ajoute, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, le mot liberté doit même être enseigné aux autres Congolais par les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, même si sur le plan politique, même si sur le plan national, ne jouissent pas d'une liberté totale, mais étant donné qu'ils bénéficient déjà d'une liberté spirituelle par l'œuvre de la rédemption que Christ a accomplie à la croix, les chrétiens doivent être les meilleurs interprètes, le meilleur choriste de la liberté et de l'indépendance. Par rapport aux politiciens, non, parce que le combat était politique. C'est ça l'avantage d'avoir des chrétiens dans un pays. Ma condition que ces chrétiens-là soient conscients de leur identité et qu'ils soient à même de répondre à leur vocation. Identité chrétienne. Identité spirituelle d'abord. Spirituelle. Spirituelle d'abord. Ensuite, qu'ils soient à même de répondre à leur vocation que Dieu leur a donnée. C'est alors qu'ils seront réellement la lumière de cette nation. C'est alors qu'ils seront le sel de leur patrie. Voyez-vous? Donc, il n'est pas mal qu'on organise un séminaire parce que ce séminaire peut amener les chrétiens congolais à observer leurs devoirs, leurs obligations bibliques vis-à-vis de la patrie. Jérémie chapitre 29, le verset 7, la Bible dit: priez pour la ville où je vous ai mené en captivité, car votre bonheur en dépend. Voyez-vous? Priez pour la nation, la ville où je vous ai mené en captivité, car votre liberté en dépend. Dans Exode chapitre 1er, le verset 8 et le verset 9, la Bible nous dit comment est-ce que les statuts des enfants d'Israël, les Hébreux, a changé en Égypte, juste parce que le nouveau roi qui venait de monter, le nouveau pharaon, ne connaissait pas Joseph et ne connaissait pas ce que Joseph avait fait dans les pays de l'Égypte. Du coup, il a changé les statuts de privilégiés en esclaves. Ceux qui étaient des privilégiés hier, lorsque Joseph était vivant, sont devenus aujourd'hui des esclaves parce qu'au sommet de l'Égypte, un autre régime est arrivé. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, il dit que nous devrons prier pour le roi, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin de mener une vie paisible dans le pays où l'Éternel nous a placés. C'est-à-dire la paix, la tranquillité, la quiétude de notre vie dans cette nation dépend de la manière dont nous prions pour nos autorités. La tranquillité, la paix dépend de la manière dont nous prions. Nous prions. Non de l'action politique à la présidence. Non, la bonne gouvernance avec l'exécutif. J'arrive. Dont nous prions pour les autorités. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que nous disons dans notre prière pour les autorités. Pour les autorités. On ne doit pas seulement dire Seigneur, bénis les autorités. Parce que c'est très dangereux de demander à Dieu de bénir une autorité méchante. Une autorité qui expolie. De demander à Dieu de bénir une autorité qui vole. Vous n'allez pas demander à Dieu de bénir celui qui vous fait souffrir. Mais la Bible dit priez pour vos autorités. La Bible ne dit pas priez pour vos autorités qui enseignent bien. Non. Le problème, c'est c'est quoi le contenu de cette prière-là? Quand nous prions pour les autorités, qu'est-ce que nous demandons à Dieu pour eux? De donner la sagesse de Salomon à nos autorités. Voilà. L'intelligence. De leur donner un cœur d'homme.
Parce que le pouvoir avilit. Le pouvoir rend méchant. Les laits du pouvoir. Voilà. Que Dieu leur donne le cœur de chair. Que Dieu leur donne un esprit de compassion. Que Dieu les aide à développer leur sens de leadership. Qu'ils pensent à la communauté nationale avant de penser à leurs intérêts personnels particuliers. Qu'ils pensent au bien-être de la société nationale en lieu et place de penser simplement à l'enrichissement de leurs familles respectives. Voilà le contenu de notre prière. Voyez-vous? Donc nous ne devons pas avoir... Donc nous ne pouvons pas nous limiter 60 ans après de dire comme pour dire Seigneur, protège nos autorités. Non, Seigneur, protège nos autorités parce que si malheur arrive à une autorité, cela peut avoir des incidences qui peuvent causer des insécurités dans le pays. Voilà pourquoi nous demandons protège nos autorités. Mais nous devons être à même de savoir quelles sont les autorités qui correspondent au dessein de Dieu pour nous. Parce que toute autorité vient de Dieu, mais l'exercice de toute autorité n'est pas divine. L'exercice de toute autorité ne vient pas forcément de Dieu. On doit changer la prière, de demander à Dieu de nous écarter des hommes impurs. Que Dieu nous écarte des hommes impurs. Que Dieu enlève la main du méchant sur nous. Voyez-vous? Que Dieu enlève la main du méchant sur nous. Pourquoi? Parce que c'est notre droit le plus légitime. Vivre en paix dans l'espace que Dieu nous a donné. Et c'est là, nous le faisons aussi par la qualité des prières que nous faisons monter à l'éternel Dieu. Nous demandons que Dieu bénisse les bonnes autorités, qu'il leur accorde une longue vie, qu'il leur donne les moyens nécessaires, qu'il leur accorde de la sagesse. Mais c'est là en qui nous voyons l'intention de nuire, de faire du mal, de détruire, de tuer. Seigneur, épargne-nous de ces autorités. Que le Seigneur s'en charge. Que le Seigneur... Épargner de quelle manière? Que le Seigneur, parce que Dieu a le pouvoir suprême. Le pouvoir de Dieu est souverain, il ne peut s'y opposer. Nous demandons à Dieu de le faire spirituellement, mais quant à nous aussi, nous devons observer un comportement qui montre à la mauvaise autorité que nous ne sommes pas d'accord avec toi. Par des marches, par des... Faisons ce que la Constitution nous demande de faire. Si ce que la Constitution vous demande de faire n'est pas anti-biblique, n'est pas contre la Bible, les chrétiens doivent le faire. Les chrétiens doivent désobéir à la Constitution que lorsque la Constitution le met en conflit avec la Bible, avec Dieu. Mais dès lors que cette Constitution ne vous met pas en conflit avec Dieu, faites-le, vous ne péchez pas. Mais tout en sachant que vous devez aussi être prêt de subir les conséquences ou encore la rigueur de la loi ou la rigueur politicienne de ceux qui vous dirigent. En cas de dérapage. Pas seulement en cas de dérapage, parce que les dérapages, c'est vous maintenant qui les dites. Comment est-ce qu'on définit les dérapages? Est-ce que les dérapages, c'est parce que j'évoque un droit constitutionnel, ou bien les dérapages, c'est parce que ce que j'évoque ne vous enchante pas? Parce que quand vous ne respectez pas l'itinéraire, quand vous allez à l'encontre des principes... Non, il n'y a pas que les marches. Je ne parle pas seulement des marches. Je ne parle pas que seulement des marches. Voilà. Mais des fois, à un moment, vous savez, dans une nation, on doit vivre comme on vit dans un couple. Il y a des querelles. On a des anneaux, on a une alliance, un accord. Pour la vie, pour les meilleurs et les pires, nous restons ensemble. Mais lorsque un des conjoints ne fait pas ce qui est bon, c'est le droit de l'autre conjoint de manifester par des attitudes que je ne suis pas d'accord. Voilà. On ne doit pas tout acclamer. On ne doit pas fermer les yeux devant les mal. Mais quand il y a aussi les biens, il faut apprécier. Il faut apprécier. Merci. Nous allons rentrer pour parler de l'état de la RDC, l'état actuel. Le Congo se trouve à quel état aujourd'hui? S'il faut parler de l'état de la République démocratique du Congo aujourd'hui, 60 ans après, nous célébrons le 60e anniversaire de la République démocratique du Congo après son accession à la souveraineté nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être fier de cette indépendance ou on doit regretter? Bon, j'ai comme l'impression que lorsque nous parlons de 60 ans d'anniversaire, j'ai comme l'impression que nous célébrons les années. Années? Oui. C'est-à-dire, c'est parce que c'est 60 ans. On les célèbre. On les célèbre. Et c'est ça le problème avec l'Africain. Il célèbre les années de vie, mais il ne célèbre pas l'effectivité de sa vie. Il ne célèbre pas les réalisations, ou il ne célèbre pas l'étape qu'il a atteint. Or, pour atteindre une étape, il faudrait dès le départ définir la finalité. En d'autres termes, vous ne devez pas célébrer une année, mais nous devons plutôt célébrer ce que nous sommes devenus après un temps donné. Parce que la valeur n'est pas dans les années.
La valeur, c'est ce que nous plaçons dans les années, ce que nous avons réalisé durant ces années et ce que nous sommes devenus durant ces années. Ainsi donc, dire où est-ce que le Congo en est aujourd'hui, il aurait été bon dès le départ de définir quelle est la vision que nous avons pour le Congo indépendant. Et c'est là où je reviens pour dire, nous devons recadrer aujourd'hui les tirs pour comprendre que nos pères de l'indépendance, qui ont fait un grand travail, qui se sont bâtis pour arracher cette indépendance de main du colonisateur, devaient aller plus loin pour définir pourquoi devons-nous être libres, pourquoi voulons-nous être indépendants. Parce que l'indépendance en soi ne doit pas être une libération, mais l'indépendance en soi doit être un processus que nous entamons pour aboutir à une finalité prédéfinie. Dès lors qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes devenus indépendants, nous risquerons de croire que l'indépendance consiste à chasser les Belges et à nous assumer seuls. Mais nous sommes devenus indépendants parce que les Belges nous maltraitaient, parce que... C'est ça justement... la situation politique était devenue morose. C'est ça justement le problème. On ne devient pas indépendant juste pour se débarrasser de ses bourreaux. On devient indépendant pour avoir plus de marge de manœuvre, pour avoir plus de liberté à atteindre les objectifs que qu'on s'est assignés en tant que nation. C'est-à-dire, nous devons avant tout avoir une vision nationale. Pourquoi sommes-nous une nation? Pourquoi existions-nous? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'espace qui est le nôtre? Pourquoi sommes-nous ici avec toutes les ressources que Dieu nous a données? Nous devons définir cette identité nationale. Pourquoi sommes-nous le Congo? Est-ce que le Congo est Congo juste parce qu'il cohabite aux côtés d'autres nations, ou bien le Congo existe parce qu'il a une vocation? Dès lors que nous ne savons pas définir ce qu'est notre vocation, nous aurons du mal à établir un bilan objectif. Voyez-vous? C'est comme quelqu'un qui va à l'école et qui dit « ça fait 6 mois que je suis à l'école ». Mais tu vas à l'école pour faire quoi? Qu'est-ce que l'on poursuit en allant à l'école? Qu'est-ce que l'on poursuit en vivant en tant qu'État, en vivant en tant que nation? Et c'est ici que j'appelle à la conscience de tout un chacun pour comprendre qu'une nation n'existe pas par le concours des circonstances. Une nation n'existe pas par la simple volonté de ce qu'on appelle les pères fondateurs. Une nation, les pères fondateurs sont pères fondateurs parce qu'ils ont perçu. Ça, j'insiste. On n'appelle pas père fondateur parce qu'on a été à la Genèse. On appelle père fondateur quiconque a perçu. Aperçu dans le spirituel quelle était la vocation de la nation. Et ils engagent, ils adoptent une politique pouvant mener la nation à la matérialisation de la vision ou atteindre sa vocation. C'est ce qu'on appelle père de la nation, père fondateur. Mais le cas de la RDC, nous avions manqué une vision où là où nous sommes, les différentes successions n'ont pas su nous donner la vision, où les Belges nous ont aliénés à tel point que nous n'avons pas de vision. Les Belges nous ont aliénés, c'est normal que les Belges nous aliènent parce que c'est ce que font tous les colonisateurs. La colonisation partout au monde, même à l'époque d'Israël. Lorsque les Romains sont venus pour coloniser Israël, la première des choses que font les colonisateurs, voilà pourquoi le colonisateur devait toujours avoir dans son bateau un groupe de gens qu'on appelait des apostolos, d'où on tire le mot apôtre, qui étaient des savants. Des savants qui devaient travailler au niveau de la culture pour déculturer, acculturer un peuple et lui donner une culture qui n'est pas sienne. Ça, c'est pourquoi? C'est pour justement l'aliéner. Donc, si les Belges nous ont aliénés, c'est bien beau. Donc, notre indépendance ne doit pas seulement être le départ du Belge, l'émancipation du pouvoir politico-administratif du Belge, mais aussi l'indépendance doit être la fin de cette aliénation. Mais qu'est-ce que nous nous rendons compte aujourd'hui? Le Belge est parti, mais l'aliénation n'est pas partie. Au contraire, aujourd'hui, nous conservons avec jalousie, nous conservons avec fierté les tares que les Belges ont laissés dans notre imaginaire collectif. Nous conservons les tares. Nous conservons ces tares-là. Que les Belges ont laissé dans notre tête. Dans notre tête. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? À l'époque des Belges, le Boulamatadi. C'est-à-dire celui qu'on appelle aujourd'hui l'État, l'autorité politico-administrative. Les Belges avaient amené le père à avoir un autre regard sur ce qu'on appelait les Boulamatadi. L'État.
déjà le mot Boulamatadi, c'est-à-dire celui qui casse les pierres, on voyait en l'état un homme inaccessible. On voyait à l'état une personne morale très savant. C'est la même chose aujourd'hui. Lorsque vous regardez les regards, permettez la tautologie, comment est-ce que dans notre imaginaire collectif, nous regardons l'autorité politico-administrative, nous pensons que ce sont des petits dieux. Nous pensons que c'est entre leurs mains que réside notre destinée. C'est entre leurs mains qu'il y a notre bonheur. Pourquoi? Parce que nous sommes encore restés dans cette philosophie du Belge. Lorsque les Belges étaient ici, les Belges a fabriqué une classe qu'il a appelée d'abord les évolués et ensuite les immatriculés, pour mettre un clivage entre la masse populaire et une petite minorité de l'élite. Cette élite, quand elle parvient au pouvoir, la première des décisions politiques que l'élite a prises après notre accession à l'indépendance, c'était pour revoir à la hausse les salaires ou encore les émoluments des députés. Ils l'ont triplé. Tout ça, ça vient d'où? Parce que ce sont les terres des Belges qui nous ont laissés. Les colonisateurs, il y avait un grand écart entre les colons et les indigènes. Et quand les acteurs politiques congolais arrivent, eux aussi veulent à tout prix maintenir cet écart-là. Un écart élevé par rapport à la masse populaire. Ce sont des tares que nous conservons jusqu'aujourd'hui. Mais les Belges avaient quand même la classe moyenne. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette classe. Justement, les Belges avaient cette classe moyenne, non pas pour le bien de la République. Les Belges avaient cette classe moyenne parce qu'elles savaient c'est que la fabrication de cette classe, comme je le disais, évoluée, immatriculée, comment est-ce que cette classe pouvait servir aux intérêts de la Belgique, au détriment de la communauté nationale. Voilà, communauté nationale. Nous allons parler de manière pratique. Restons d'abord sur la relation à cette époque Belgique-RDC. Je répète une question, je reprends cette question mais d'une autre forme. C'est l'RDC. L'indépendance, c'est la désaliénation. Désaliénation. Oui, on doit. Mais est-ce que nous avons su capitaliser, profiter ou encore comprendre que nous devons tirer de cette situation de l'indépendance? Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque nous regardons notre pays, depuis notre accession à la souveraineté nationale et internationale, lorsque nous voyons la manière dont les choses se passent, c'est alarmant. Alarmant? Oui, ça fait très très mal lorsqu'on considère le potentiel. Lorsqu'on considère le potentiel que nous avons. Lorsqu'on considère la vocation qui est nôtre, lorsqu'on considère les ressources humaines que nous avons, lorsqu'on considère les défis que nous rencontrons, qui en réalité sont des opportunités, mais que nous n'avons pas pu changer pour en faire des richesses. Lorsque nous regardons notre histoire, nous avons comme l'impression que nous avons versé dans une mentalité de loisir. Nous avons versé dans une mentalité de la blague. Nous avons versé dans une mentalité de la légèreté. Nous avons fait de l'espace national un aire de jeu. Nous avons fait de notre espace national un lieu où personne ne veut être sérieux dans sa vocation. Personne ne veut être sérieux quant à sa contribution dans l'érection dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans une société forte. Personne ne veut être conséquent. Personne ne veut être conséquente. Personne ne veut être sérieuse quant à sa contribution, je répète, dans l'érection ou dans la construction d'une nation forte. Une nation forte qui correspond à la taille ou à la dimension de sa vocation. Divine et régionale. Nous voulons fêter 60 ans. Non. L'indépendance. On ne doit pas fêter seulement 60 ans. On ne fête pas simplement parce qu'on a totalisé 60 ans. Les 60 ans, aujourd'hui, doit être un jour d'évaluation. Doit être un jour de remise en question. Nous devons nous poser, pourquoi est-ce que nous accusons ces retards? Pourquoi sommes-nous en retard par rapport au nombre d'années? Est-ce que nous sommes réellement en retard? Nous sommes trop en retard. Ne pas les reconnaître relèverait d'une absurdité.
Nous sommes largement en retard, je répète, par rapport aux opportunités que nous avons manquées, en retard par rapport aux ressources naturelles que Dieu nous a données, en retard par rapport aux ambitions qui logent dans le cœur de chacun des Congolais d'ici et de l'extérieur. Nous sommes en retard par rapport aux enjeux internationaux. Nous sommes en retard lorsque nous comparons ceux qui sont autour de nous comme nation, ce que les autres font comme progrès, petit soit-il. Nous sommes en retard par rapport aux défis ou encore aux urgences qui se présentent dans l'espace interne. Nous sommes en retard parce que nous ne voulons pas être conséquents. Nous ne voulons pas être responsables. Et ici, je parle de la classe nationale tout entière dans sa diversité. Je ne parle pas que de la politique. Nous sommes en retard parce que, dès le départ, nous avons manqué une vision nationale. Je répète, sans vision, on ne se battra pas. Mais quand vous dites nous là, c'est... Vous ne voulez pas catégoriser les gens qui ont manqué la vision parce que tous les Congolais n'étaient pas au niveau de la table ronde. Là, vous voulez responsabiliser ceux qui étaient à la table ronde ou tous les Congolais dans divers domaines. 60 ans après, on ne peut pas revenir toujours pour critiquer ceux qui étaient à la table ronde. Certes, et aussi ont manqué la vision, je vous ai dit, que du 20 janvier au 20 février, lors de la table ronde politique, toute la classe politique était là, tous les grands noms étaient là. Mais lorsqu'on va du 26 avril au 16 mai, pour la table ronde économique, tous ont déserté. Le seul grand nom de la classe politique qui était présent, c'était Tshombe. Moïse Tshombe. Les autres ont envoyé leurs assistants, ils ont envoyé leurs secrétaires, qui pour la plupart n'avaient aucune qualification pour traiter les questions liées à l'économie nationale. Ça, c'était déjà un manque de vision. Une absence de vision. Alors, lorsque je dis que nous avons manqué la vision, il ne faudrait pas seulement se limiter à ceux qui étaient à la table ronde politique. Mais après cela, la nation a eu des acteurs majeurs. Voilà. La nation a connu des acteurs majeurs qui pouvaient ramener, parce que en termes de nation, en termes de communauté, une nation sérieuse pour chaque génération voit l'émergence de nouveaux pères. Donc nous avons tous manqué de vision. Voit l'émergence de nouveaux pères. Le Congo ne doit pas seulement avoir comme père ceux qui étaient à la table ronde, mais à chaque étape, à chaque accession à une nouvelle saison de notre histoire en tant que nation, il faudrait qu'il y ait de nouveaux pères. C'est quoi le rôle de nouveaux pères? Le rôle de nouveaux pères, c'est de réparer les manquements que les anciens pères n'ont pas pu accomplir suite à un manque de compétences, suite à un manque de moyens techniques, ainsi de suite. Voilà pourquoi dans l'histoire des nations, il y a plusieurs, il y a plusieurs pères, parce que même quand nous parlons de pères de l'indépendance, nous devons savoir que le Congo, en tant que, pour la lutte, pour le Congo en tant que nation, dans sa lutte pour l'accession à son indépendance, il n'y a pas que les pères de l'indépendance. Il faut aussi citer avant eux, Simon Kimbangu. Il faut aussi citer avant eux Paul Panda Farnana. Il faut aussi citer avant eux donatrice Donna Béatrice Kimpavita. Il faut aussi citer avant eux tous ces grands noms. Sur le plan historique. Sur le plan historique, parce que nous devons fêter l'indépendance du pays partant de l'année 1960. Mais s'il faut recadrer les tirs de la nation, il faut aller au-delà. Le Congo commence en tant qu'espace, le Congo en tant que peuple, dans les groupuscules, dans ces petits espaces qui aujourd'hui forment le grand espace Congo, commence bien avant même l'arrivée de Diego Ka au Congo. En passant par les États indépendants. Donc, et autres. Nous devons révisiter notre histoire. La révisitation passe comment? Parce que nous allons toucher maintenant des manières pratiques. Parce que c'est l'une des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, le Congo ne soit pas là où il doit être. L'absence d'une mémoire collective. L'absence d'une mémoire collective. Nous sommes tellement séduits par notre futur imaginaire. Futur que nous ne parvenons toujours pas à concrétiser, simplement parce que nous ne savons pas réparer le mal. Nous ne savons pas réparer les vicissitudes. Nous ne savons pas réparer les erreurs d'hier. Or, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Manque de vision fait à ce qu'aujourd'hui, nous soyons là où nous sommes. Si nous devons parler aux Togolais, aux Gabonais, et que nous devons leur dire qui sommes-nous, pourquoi existons-nous,
qu'est-ce que nous allons leur dire? Si nous n'avons pas une vision de nous-mêmes, nous ne devons pas oublier que les autres ont une vision de nous. Si nous manquons de vision. Oui, les autres ont une vision de nous. C'est quoi la vision que l'extérieur a de nous? C'est quoi la vision que les pays limitrophes? Les limitrophes et même les grandes puissances ont toujours eu de nous. L'absence de la vision dont je parle ici, c'est une vision véritable qui émane des Congolais eux-mêmes. Mais il existe aussi une vision. Et c'est à partir de cette vision que la communauté internationale traite de tout ce qui est congolais. C'est que le Congo doit être un espace libre. Voilà. Un espace commercial libre. Depuis déjà la conférence de Berlin en 1885, que tout le monde ait accès au bassin du Congo. Voyez-vous? Donc, les autres ont une manière de nous voir. Mais nous-mêmes, comment est-ce que nous nous voyons? Sinon, nous risquerons de fêter 70 ans d'âge en tant que pays indépendant, entre guillemets. Mais pas de réalisation en tant que pays indépendant. Pas seulement en termes de réalisation, mais aussi en termes d'identité. Parce que les réalisations ne peuvent pas venir sans une identité. Il faudrait d'abord que nous puissions nous réapproprier de notre identité en tant que peuple, en tant que nation. Et c'est alors que nous ferons des réalisations qui seront à la hauteur de notre identité. Parce qu'on peut faire comme les Gabon, on croit qu'on a fait. On n'a rien fait. La réappropriation de l'identité, ça signifie quoi? La réappropriation, c'est-à-dire que nous sachons qui nous sommes, pourquoi nous vivons et qu'est-ce que nous devons apporter aux autres. Au lieu d'attendre seulement que les autres nous apportent quelque chose. La réappropriation de l'identité, c'est de comprendre aussi par cette mémoire collective que nous n'avons pas commencé à la table ronde, nous n'avons pas commencé à exister seulement à l'indépendance, nous avons commencé à exister bien avant cela. La réappropriation de l'identité nationale, c'est de nous amener à faire ce que j'appelle une révolution culturelle. Révolution culturelle. Une révolution culturelle pour comprendre aujourd'hui que nos us, nos coutumes, nos traditions en tant que peuple, nos habitudes, nos actes, nos valeurs ne concourent pas toujours à l'avancement de notre communauté nationale. Voilà. 60 ans après, nous célébrons le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'accession nationale. 60 ans après, la République démocratique du Congo a notre fleuve Congo, deuxième réserve mondiale en eau douce. Si je me trompe, vous allez me corriger. Est-ce que l'état de nos différents secteurs, notamment électricité, santé, éducation, correspondent aujourd'hui à l'âge de l'RDC? Parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'on ne célèbre pas les années d'existence, mais on célèbre les années de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que 60 ans après, le secteur de la vie congolaise correspond aux réalisations de conscience ou d'anniversaire? Sans être pessimiste, moi encore fataliste, je pense que nous devons avoir de l'honnêteté intellectuelle pour dire, certes, des progrès ont été faits, mais comparativement aux ressources, comparativement au potentiel. Parce que lorsqu'il faut juger l'action d'un individu, l'action d'une église ou l'action d'une nation, on ne doit pas seulement se limiter à ce qui est fait. On doit aussi constater ce qui a été donné comme moyen. Lorsque je vous donne $100, ok? Lorsque je vous donne $100 et que vous n'avez acheté que, vous n'avez dépensé que $10, certes vous avez fait quelque chose. Mais lorsqu'on tient compte du potentiel que vous aviez, vous n'avez rien fait parce que vous n'avez pas compris que les 1/10, c'est la situation dans laquelle nous sommes. En rapport à ce que vous auriez dû faire. Nous aurions dû faire, nous sommes dans cette situation. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi n'avons-nous pas exploité les potentiels que Dieu nous a donnés. Et ici, quand je parle du potentiel, je ne parle pas simplement des ressources naturelles que nous avons. Pourquoi n'avons-nous pas changé les défis qui ont été nôtres en opportunité? Pourquoi nous n'avons pas pu transformer, comme d'autres pays l'ont fait, leurs problèmes en opportunités, en création de richesses? Pourquoi n'avons-nous pas fait les mêmes choses? Lorsque nous allons commencer à voir pourquoi nous n'avons pas fait cela, c'est alors que nous pourrons nous rassurer qu'après 60 ans, sera différent d'avant 60 ans. Et je répète ici, première des causes, un manque de vision.
national. Pourquoi existions-nous? Nous devons arriver au point où nous serons capables de définir pourquoi sommes-nous Congolais. Qu'est-ce que le monde attend du Congo? Qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous? Et qu'est-ce que les enfants de nos enfants demain attendront de nous? Deuxième question que nous devons nous poser. Est-ce que l'homme congolais que nous sommes aujourd'hui, parce que c'est lui la cause du retard, c'est lui le frein. L'homme congolais. L'homme congolais. Voilà pourquoi je parle d'une révolution culturelle. Il faut repenser cet homme congolais. Cet homme congolais est le produit de mauvaises choses. Cet homme congolais est le produit de mauvais paradigmes. Cet homme congolais est fondé sur de mauvaises doctrines. Cet homme congolais a une mauvaise approche de la vie, une mauvaise approche de la nation et une très mauvaise approche de ce qui est extérieur. Il faut le repenser, il faut le refabriquer, cet homme congolais. Le refabriquer par une révolution culturelle. Est-ce que cet homme congolais que nous voulons demain, qui va prendre à bras le corps la destinée de sa nation, est-il autant équipé pour bien faire ce travail? Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés. Nous sommes sous-équipés. Mobutu. D'où notre programme ambitieux pour demain doit donner une large majorité, donner priorité à la fabrication de cet homme congolais qui doit être l'artisan du bonheur de demain, qui doit être l'artisan du futur du Congo. Voyez-vous? Et pour cela, nous devons revoir ce à quoi ressemble l'école aujourd'hui. Nous devons revoir le contenu du programme éducatif. Nous devons revoir le format et le contenu de nos universités. Nous devons revoir le travail que font les médias au Congo. Parce que ça aussi, on ne le dit pas. Les médias, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Est-ce que vous savez que les médias ont largement contribué à la détérioration mentale de l'homme congolais? Parce que pas les politiques, pas les musiciens. Écoute, arrêtez de voir toujours les politiques. Le rôle du politique, c'est parce qu'il a échoué. Est-ce que vous savez que dans certains pays, les médias ont aidé les politiques à revenir sur les bons sentiments? C'est ça justement le travail du média. Les médias, c'est un lobbying. Les médias constituent un lobbying. Les médias, c'est un contre-pouvoir. Mais quand un média ne fait qu'accompagner les politiciens, quand les médias n'appellent jamais les dirigeants par leur vrai nom ou par leur fonction, c'est un sérieux problème dans une nation. Quand dans les médias, on suit des journalistes universitaires, professionnels parce qu'ils ont été formés dans des institutions qui ont leur filière, journalistes de formation, comme on dit. Mais quand on le suit sur des questions brûlantes, les autorités, on les appelle plus par leur nom. C'est-à-dire, les Djalelo a quitté l'étape de l'animation populaire comme c'était à l'époque de Mobutu. Ce Djalelo aujourd'hui est institutionnalisé à telle enseigne qu'on attend des intellectuels appelés Raïs, appelés Béton. Aussi longtemps que nous serons dans ces sobriquets-là, nous ne serons pas rigoureux dans nos analyses. Mais j'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Vous attaquez aux médias sous-équipés, vous attaquez aux médias sans subvention, vous attaquez aux médias où les gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Je ne m'attaque pas aux médias. Je ne m'attaque pas aux médias. Je m'attaque à la classe élitiste tout entière. Y compris les médias. Y compris les médias, y compris les pasteurs que nous sommes, y compris les scientifiques. Mais tout en pensant que ces médias travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce que les médias proposent comme programme? Qu'est-ce que les médias proposent comme programme? La faute aux médias ou la faute aux autorités qui doivent à l'autorité de régulation? La faute est... Non. Est-ce que moi je parle ici? Je parle... Qui m'a envoyé? Moi quand je parle ici sur votre plateau. Qui m'a envoyé? Personne. Mais les institutions d'autorité de régulation des médias... Je vous dis, quand je viens parler sur votre plateau, personne ne m'a envoyé. Vous m'avez invité parce que vous estimez que je peux débattre, je peux discuter avec vous sur des choses qui peuvent édifier l'Église et qui peuvent édifier la nation. Ok? Mais je suis libre de dire ce que je veux. Mais je ne vais jamais dire certaines choses parce que je sais que si je dis ces choses-là, elles risquent d'avoir une mauvaise incidence. Donc les médias pour vous, 60 ans après, les médias ont échoué. Les médias ont échoué. Les médias aussi ont échoué
Comme les médias aussi ont échoué. Je veux vous donner un exemple. Vous savez, il y a ici ce qu'on a appelé la radio des 1000 collines au Rwanda, vers les années 1994. Ok? Ce que cette radio a fait pour inciter la haine tribale. Les médias. Quand vous lisez l'histoire de la Shoah, ok, avec l'Holocauste de Hitler, le Troisième Reich, Hitler n'était pas un grand savant. Hitler n'était pas un grand savant. Mais Hitler a eu la chance d'avoir autour de lui des gens éminemment intelligents. Des gens comme de Joseph Goebbels, qui, en recourant à la méthode qu'on appelle la propaganda, c'est-à-dire utiliser une information, non pas dans le but d'informer, mais dans le but d'asseoir quelque chose dans le subconscient, et ainsi modifier le comportement de l'auditeur ou du téléspectateur. Les médias est un pouvoir, papa. Ça, on ne le dit pas. Les médias ont un pouvoir plus fort que celui des magistrats. Les médias ont un pouvoir plus fort que celui du professeur d'université. Voilà pourquoi il faut que la presse soit une presse engagée. C'est-à-dire une presse engagée sur quoi? Ce n'est pas une presse qui dit, bon, moi je n'ai rien à faire, je le montre. Non, non, non. La presse doit avoir sa propre censure. Ici, je ne parle pas de la presse en tant qu'organe. Ici, je parle de la presse en tant qu'animateur. Vous, les animateurs, vous devez savoir que cette information, si je la relaie, elle ne fait pas la promotion de l'homme. La responsabilité du journaliste. Elle ne nourrit pas l'intelligence. Même si elle est populaire, je n'en parle pas. De la même manière, sur mon mur dans les réseaux sociaux, je ne peux pas publier n'importe quoi. Populaire, soit la chose. Mais toute la presse n'est pas dans cette caricature. Non, il y a quand même une classe qui se distingue, docteur Silas. Vous savez pourquoi aujourd'hui les Congolais peuvent descendre dans la rue, se battre, ok, se battre pour une loi, mais ne jamais se battre pour l'état des écoles qu'ils fréquentent, ne jamais se battre pour la vie sociale. Mais ça, c'est pas la responsabilité de la presse non plus. C'est parce que dans les médias, 80% des débats que les Congolais suivent, c'est autour de la politique. Visiblement, la presse a un pourcentage élevé sur le 60e anniversaire de la RDC en termes d'échec. Non. Non, non. Il ne faut pas qu'on aille comme ça. Ça serait un jugement subjectif. Exactement. Non. La presse aussi. Je parle de la presse aussi. L'université aussi. L'église aussi. Les politiques d'abord. Les politiques d'abord. D'abord. Pourquoi les politiques d'abord? Parce que c'est à eux de créer des conditions pour que les autres exercent dans les normes et en toute dignité leur travail. On peut avoir de bons magistrats, comme on dit. On peut avoir de bons magistrats aujourd'hui. Mais si ces magistrats ne sont pas bien rémunérés, si ces magistrats ne sont pas sécurisés, si ces magistrats doivent trembler devant quelqu'un qu'ils sont en train de juger, ok, parce que celui-là mène une vie 15 fois meilleure à la sienne. Voyez-vous pas que les magistrats, en dépit du pouvoir qui est le sien, tombent déjà sous l'hégémonie de celui qui doit être jugé. Donc, tout le monde a contribué à ce que nous soyons en retard aujourd'hui. Mais nous n'allons pas partir de ces retards pour l'émergence si nous ne faisons pas de critiques objectives. Si nous ne faisons pas preuve d'une honnêteté intellectuelle. Donc, tous nous avons contribué à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, vous avez parlé de l'université a aussi échoué. L'état des universités 60 ans après en RDC. Le Congo... D'abord, nous devons savoir qu'il y a un grand déficit en termes d'université. Je parle des bâtiments d'abord. S'il faut parler de l'intérieur. Il y a deux façades. Parce que les uns pensent que l'État a quelle université 60 ans après, l'État a construit... Je vous cite les 3 grandes universités. Ok. De la RDC. De la RDC. Louvagnon, Lubumbashi, Kisangani. Lubumbashi. L'Unikis. Kisangani, pardon. Louvagnon, 1950. Inikin. Lubumbashi, 56. L'Unikis. 58. Les universités de l'État. Déjà, nous avons dit.
celui de Lubumbashi laïque, celui de Kisanium catholique. Il est catholique, il n'est pas de l'État. Depuis là, quelle est l'autre grande université que l'État congolais a construite? Donc 60 ans après, nous héritons seulement 3 universités et puis pas construites par l'État. En principe, selon les règles, il faut 20 étudiants pour un professeur d'université. 20 étudiants pour un professeur d'université. Aujourd'hui, le Congo a moins de 2500 professeurs d'université, avec autant de millions d'étudiants que nous avons. Donc là aussi, nous voyons la légèreté avec... On ne peut pas être un grand pays parce qu'on le fait. On doit être un grand pays parce que nous marchons selon les règles. Il y a des normes. Voyez-vous, il y a des normes que l'on doit observer. Il y a des choses que l'on doit impérativement faire si nous voulons être une grande nation. 60 ans après, donc, un professeur doit avoir 20 étudiants. C'est la règle. 20 étudiants pour un professeur. Si nous exagérons, c'est à 25 ou 30. Mais chez nous, nous avons... Un professeur a 600 étudiants. Voilà. Déjà, le résultat est biaisé. Mais tellement que les professeurs congolais sont des titans, sont des gens qui travaillent dans des conditions très difficiles pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ils y travaillent quand même. C'est suicidaire. Et quand nous deviendrons sérieux, nous devons dire non. Il faut multiplier le nombre d'infrastructures universitaires, mais il faut multiplier le nombre d'enseignants, mais aussi améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Je répète, un professeur ne doit pas envier d'aller à l'hémicycle. Un professeur ne doit pas rêver d'aller à l'hémicycle. C'est celui qui est à l'hémicycle qui doit rêver de devenir professeur d'université. Mais pourquoi nous le voyons? Parce que c'est avec légèreté. Et quand je dis légèreté, je parle de l'homme congolais depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, être professeur faisait peur. Aujourd'hui, être professeur, c'est devenu un jeu d'enfant. Bon, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs, parce que ce sont les deux catégories de personnes qui font de moi ce que je suis. Mais il y a des professeurs et professeurs. Les deux catégories de personnes, je dis, ce sont les pasteurs et les professeurs d'université. Les deux catégories. Oui, donc je suis leur produit. Et l'accompagnement des politiques, l'encadrement des politiques. Moi je parle des pasteurs et des professeurs d'université. Oui, mais j'ajoute un ingrédient. Non, si les politiques étaient sérieux, on serait très loin. Les politiques. S'ils étaient sérieux, on serait très loin. Suivez les débats, papa, il dit. Arrêtons de faire semblant. Suivons les débats politiques. 60 ans après. 60 ans après, vous allez vous rendre compte que l'homme politique n'a pas changé. Il ne se bat que pour ses propres intérêts. Je vous ai dit que la première décision politique qui a été prise après notre accession à l'indépendance, c'était on a revu à la hausse. On a revu à la hausse les émoluments. Première décision. Les émoluments des députés. Voilà. Quand on dit que les militaires, le 5 juillet, les militaires se sont fâchés au camp Kokolo. Aujourd'hui, camp Kokolo. Quand le général Yansen écrivait avant l'indépendance... Et là, après l'indépendance. Non. Ce qui a fâché le collège militaire, c'est pas seulement parce que ce qui a été écrit, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que, évidemment, nous, on n'a pas de chance. Et ils se sont battus pour rien. Ils se sont battus pour rien. Les civils sont devenus ce qu'ils sont. Ils ont été promis, ils sont devenus chefs, ainsi de suite. Ils ont de l'argent, ils sont devenus patrons. Ils ont amélioré leur salaire. Et nous, on va nous dire que le soldat va rester ce qu'il est aujourd'hui. Et il y a eu humilité. Il y a eu humilité. Voilà. Mais maintenant, 60 ans après, il y a injustice dans la redistribution ou il y a injustice dans le fonctionnement des États. On peut dire aujourd'hui que notre État ne fonctionne pas comme État avec la prédication de le pasteur Ekofo qui a dit nous sommes dans un non-État. C'est parce qu'on redistribue mal ou parce que les politiques ne savent pas gérer le fonctionnement des États? Un manque de sérieux total. Un manque de sérieux total, un manque d'ambition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, à un moment donné, comme un père, une famille, on va à l'école des enfants, on est fier de voir son enfant être premier de la classe. C'est de la fierté. Et pourtant, ce n'est pas vous qui êtes premier de la classe, c'est votre enfant. Et puis vous dites aux autres, c'est mon enfant, c'est mon fils. C'est la fierté tout simplement. C'est la fierté. Vous savez, quand on suit les matchs même à la télé, vous voyez, on balance et puis on prend dans les tribunes, là-bas on prend l'image du père de Lionel Messi. Ok? Et le journaliste se dit, voilà, c'est lui le père de Lionel Messi. Il est fier. Pourtant, ce n'est pas lui qui joue. Cette ambition, c'est ce qui manque à nos autorités. Le sens d'honneur, de prestige. C'est-à-dire ce sens de la dignité. Dire que nous avons fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui.
nous avons trouvé le Congo à tel niveau, voilà ce que nous en avons fait aujourd'hui. Nous avons donné au Congo ce qu'il espérait avoir mais qu'il n'avait jamais eu. C'est là, c'est par le souci de vouloir entrer par la grande porte de l'histoire. Et c'est ce qui manque au leadership congolais. Nous ne voulons pas accéder à l'histoire, dans l'histoire par la grande porte. C'est-à-dire que des années et des années, qu'on fasse de nous comme on a fait des Kassabou. Voyez-vous? Que des années et des années qu'on dise non, ce monsieur est digne d'être honoré. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être apprécié. Il est digne d'être sublimé. Vouloir entrer par la grande porte. L'ambition de dire, nous sommes nous aussi pasteurs qui avons contribué à la construction d'une grande nation. Le désir de dire, nous professeurs d'université, voilà comment, par la qualité de nos enseignements, par les valeurs que nous avons prônées, voilà ce que nous avons fait du pays. Que l'acteur politique dise, le Congo n'a jamais été ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi grâce à nous. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce qui nous manque, c'est l'ambition. L'ambition. Quand vous avez dit l'autre fois que nous n'avons pas de banques congolaises, la RDC n'a pas de banques. 60 ans après. 60 ans après. Ici, nous avons des banques togolaises. Nous avons des banques nigériennes, il y en a 2 ou 3. Nous avons des banques gabonaises. Mais quelqu'un m'a dit alors la banque centrale. C'est une banque congolaise. Ça, c'est la banque centrale. Ce n'est pas des banques privées. Comme c'était BIC à l'époque. BIC à l'époque. Racheté par un groupe d'étrangers. C'est cette dignité-là. Quand est-ce que aussi au Togo, on ira au Nigeria, une banque congolaise. On trouve une banque congolaise. Ou un groupe de Congolais qui investissent de l'autre côté. Voilà. C'est cette dignité dont on a besoin. 60 ans après. On doit aller au-delà des débats stériles. On doit aller au-delà. Nos partis politiques, surtout les débats sur les partis politiques, l'autorité morale a dit, l'autorité morale a fait. Malheureusement que nous sommes encore à ce stade. C'est pourquoi je parlais de la révolution culturelle. Le Congolais chrétien dit, le pasteur a dit. On ne dit pas le pasteur a dit. La Bible a dit. Nous allons chuter avec l'église. Parce que l'église aussi nous donne l'autorité morale a dit. On dit la constitution a dit. Pas l'autorité morale. Ou bien les règlements d'ordre intérieur. L'autorité morale a dit conformément à la constitution. On ne dit que papa a dit lorsqu'on est encore enfant. Mais lorsqu'on mûrit, on ne parle pas par dérogation. Par procuration. On ne parle plus par procuration. On dit j'ai dit. Je suis. J'ai dit. Jésus a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont rapporté tout ce qu'ils pensent. Et puis Jésus lui a dit, et vous, qui dites-vous? De moi. Quand tu dis, le président a dit de mon parti, papa pasteur a lobby, et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que dit la Bible? Tu ne vas pas dire, je vais divorcer de ma femme parce que le pasteur a dit... Nous allons prendre la responsabilité de l'Église avant la fin de cette émission parce que l'Église a contribué aussi largement à ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église, nous allons parler de la seule Église. Largement, c'est beaucoup, c'est exagéré. Bon, l'Église aussi a contribué. Largement. Ne suivez pas les gens qui vous disent que c'est l'Église qui a détruit le pays. Je ne dis pas que l'Église a contribué aussi. Comme largement d'autres acteurs. Comme d'autres acteurs. Je vous ai énuméré ici, l'Église a aussi sa part des responsabilités. Voilà. La plupart des maisons des ventes de pièces de rechange sont des maisons des Nigériens. C'est parce que le Congolais n'a pas cette initiative ou c'est parce que l'État manque de vision? Non, c'est pas... En fait, quand on parle de l'État, il faut faire une différence. Ok, État et Congolais. Congolais en tant que peuple, il a sa culture qui les distingue des autres cultures, qui les distingue des autres peuples. Et l'État ici, c'est le pouvoir organisateur. Voyez-vous, l'État organise sur base de lois. Mais le peuple, quant à lui, il a sa culture. Voyez-vous, il a sa culture qui le distingue d'autres peuples. Si les Nigériens font ce qu'ils font ici, c'est parce que le Nigeria a la culture des affaires. Il ne le fait pas seulement au Congo. Allez à travers le monde entier, vous allez constater, que ce soit à Dublin, en Irlande, que ce soit à Paris, en France, aux États-Unis, que ce soit en Afrique du Sud, vous allez constater que les communautés nigériennes sont pour la plupart parmi les communautés les plus fortes de l'Afrique subsaharienne à l'étranger. Pourquoi? Parce que les Nigérians, là où ils sont, ils ont un credo.
on ne peut pas marcher sur notre tête. L'identité. Leur identité. Et c'est ce qui manque au Congolais. L'identité. J'ai vu en Afrique du Sud, quand on arrête un Nigérien, quel que soit le forfait qu'il a posé, ils vont se retrouver devant le commissariat, ils vont se rassembler là, jusqu'à ce que l'un de celui qui a été arrêté soit libéré. S'il faut un avocat, ils mettront de l'argent pour avoir un meilleur avocat. Quand un Nigérien meurt en Afrique du Sud, ceux qui me suivent à partir de l'Afrique du Sud, ils le savent bien. On n'enterre pas les Nigériens en Afrique du Sud. Le corps est rapatrié. Le corps est toujours rapatrié. Le sens de l'honneur et de la dignité. Un Congolais. Le Congolais qui meurt en Afrique du Sud. J'ai vécu. Il fallait des cotisations et ça a pris tellement de temps parce que, soi-disant qu'il n'a pas de la famille. Mon Nigeria, les Nigériens, quand ils sont dehors, ils peuvent ne pas avoir de la famille. Ils sont fiers d'appartenir à une même nation. Ils considèrent leur nation comme étant le patrimoine commun, le dénominateur commun qu'ils partagent. Ça, c'est la dignité. Et c'est pour là que je parle de la révolution culturelle. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la télévision chrétienne Sangoma Lamu. Nous sommes en direct. Nous parlons spécial 30 juin. Nous faisons, sur terme de principe, l'état de la RDC aujourd'hui. Vous qui nous suivez à l'internet, sur la page de Dr Silas Mimile Makangou, vous qui nous suivez sur la page officielle Carrefour Matinal, écrivez-nous et votre message sera lu sur ce plateau et vous aurez une très bonne réponse. Samuel Mouaki qui dit: Docteur, 60 ans après, je vois mon professeur d'université chanter pour l'autorité morale. C'est tout ça les problèmes. Un professeur qui t'a enseigné des valeurs en classe, qui t'a dit le principe est là, il faut faire ça, mais demain, tu vois ce professeur chanter pour l'autorité morale. Donc ça prouve que l'université n'a pas sauvé. En donnant la science, elle n'a pas sauvé parce que cette science n'a pas trouvé une bonne mentalité, n'a pas trouvé une culture prédisposée à faire avancer les choses. 60 ans après. Il faut une révolution culturelle. Une révolution culturelle. Culturelle, c'est-à-dire affecter l'imaginaire du Congolais, affecter la pensée du Congolais. Mais un professeur a dépassé l'étape de la culture, il est au-dessus, il a compris. Mais être professeur, c'est déjà... Tu le vois au moins dans ses œuvres. Tu le vois dans ses œuvres pour dire si lui aussi n'a pas besoin d'un réaménagement mental. Un professeur. Nos professeurs. Nos professeurs. Oui. Voilà. Pour ne pas... Christian Chabat Mpenga qui dit félicitations et bonne fête. Docteur. Merci pareil. Merci. Christopher Atoki, lui nous suit depuis Johannesburg, si je ne me trompe pas. Christopher Atoki, que Dieu te bénisse, mon cher. Voilà. Christopher Atoki dit bonne fête. Et il dit God bless. God bless you too. God bless you, brother. Voilà. En Afrique du Sud, c'est fréquent. Là, on dit God bless you. que Dieu te bénisse. Arlu Mwanda, pasteur, après 60 ans, nous chantons toujours pour les hommes politiques. Mais c'est ça, au fait, le débat. Mais vous n'allez jamais vous plaindre pour cela. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut continuer à... Bon, après... Que chacun devienne responsable. Que chacun mette un peu de sérieux. Le pasteur, dans sa prédication, qu'il comprenne que la croissance spirituelle même des fidèles dépend aussi des réalités qu'ils rencontrent dans leur environnement national. Ah, la croissance spirituelle des fidèles, oui, repose aussi sur les réalités qu'ils rencontrent dans leur environnement national. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'on n'aura pas du travail au Congo, les fidèles demanderont à Dieu du travail. Il faut vraiment du travail. Il faut alors que les pasteurs prêchent à la nation en prêchant aux fidèles. Sinon, ça devient de l'opium. Sinon, ça devient de la complicité. Voyez-vous? C'est qu'il faut que les médias, comme je le disais, soient réellement engagés. C'est-à-dire que les médias ne s'engagent pas derrière tel acteur. Non, 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 non. La presse ne doit pas s'engager derrière un acteur politique. Mais par coïncidence d'analyse, par coïncidence d'analyse, doit s'engager du côté du bien. Là où se trouve le bien, c'est là où nos médias doivent s'engager. Côté du bien. Même si les gens sortaient derrière les jamais diffuser des choses qui touchent à notre dignité en tant que nation. Parce qu'aujourd'hui, nos médias sont suivis à l'étranger. Kinshasa Makambo. Je ne sais pas. Quand vous montrez une maman au marché de Ngaba qui vole un bassin de braise, de charbon, de bois, on le montre à la télévision. Mais c'est parce que les politiques ont échoué. C'est pourquoi les médias font quand même l'essentiel. Les médias font entendre. La politique, hein? Vous aimez beaucoup la politique. Celui qui a diffusé cela doit avoir un bon sens
pour comprendre d'abord comment expliquer qu'une mère de famille a volé un bassin de charbon de braise, de charbon de bois. Cela suppose qu'elle ne vole pas parce qu'elle est voleur. Elle vole parce que elle est dans une situation de précarité. précarité. Donc, en lieu et place de diffuser cela à la télé... Mais une façon de montrer aux autorités que la situation est chaotique parce que le journaliste ne peut pas facilement voir l'autorité. Nous dénigre, papa. Malheureusement, mais il y a un côté positif. Non, il n'y a pas un côté positif. Le côté positif est très petit. Il est très faible par rapport au côté négatif. Le bon sens, je vous ai parlé la fois dernière de la révolution du bon sens. Mais il y a barrière entre autorité et mais quand il y a barrière, chacun doit s'assumer dans son coin. Mais une manière de manifester son ras-le-bol. Et ces émissions ont changé beaucoup de choses. Cette manière de dénoncer a fait en sorte que les autorités prennent conscience et reviennent à la charge. Non, ils ne vont pas prendre conscience pour revenir à la charge. La télévision a sauvé beaucoup de situations. La télévision a sauvé beaucoup de situations dans ces pays. La télévision a sauvé beaucoup de situations. Je n'en disconviens pas. Mais de quelles situations sommes-nous en parler? Moi, je ne parle pas de situations spontanées comme ça. Non. Je parle de ces situations qui entrent en ligne de compte de ce qui prolonge notre misère de par notre mentalité. Merci beaucoup. Des choses qui nourrissent ces mauvaises mentalités. Voilà la situation dont je parle. Nathalie Ngoïdi, bonjour docteur. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus sur les statuts WhatsApp et Facebook les photos des souhaits de l'indépendance est-elle un réveil patriotique des Congolais? Comment? Aujourd'hui, bonjour docteur, est-ce que le fait aujourd'hui, nous ne voyons plus sur les statuts WhatsApp et Facebook les photos des souhaits de l'indépendance, est-ce un réveil patriotique des Congolais? Non. Bon, je ne sais pas si j'ai trop bien compris ce que la sœur Nathalie... Dans nos statuts WhatsApp, il n'y a plus de souhait d'indépendance. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le Congolais a compris que c'est un réveil patriotique? Le mal, c'est quand on pense du Congo, parce qu'on est à le 30 juin. Le Congo a été Congo depuis le 1er janvier. Demain, le 1er juillet, le Congo sera Congo. Donc, nous devons sortir de cette culture de festivité. Nous devons sortir de la culture de la célébration. Célébration, de la culture de la jouissance. C'est le jour de la fête. C'est le jour de la fête. Le jour de la fête ne doit pas être que le grand jour. Le jour de la fête doit être un jour de responsabilisation. Un jour de prise de conscience. Parce qu'on s'introduit dans une autre phase. C'est cette culture-là qui a fait que le jour du mariage devient plus grand que le mariage lui-même. Voyez-vous? Le jour de la consécration, de l'ordination du pasteur devient le plus grand jour, plus grand que le ministère du pasteur lui-même. Donc, c'est bien beau de mettre des statuts, c'est notre droit le plus légitime, nous devons le faire, ok? Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais je crois que je le ferai tout au long de la journée, mettre les statuts, ainsi de suite. Mais nous devons nous rassurer. Et après demain, est-ce que ces statuts seront toujours là? Mais ne pas les mettre? Non, il faut les mettre. La question de la sœur, je ne sais pas si c'est une sœur, je connais Nathalie, c'est une sœur, ne pas le mettre, ce n'est pas comprendre que nous sommes dans un pays qui ne fonctionne pas et nous ne devons pas verser dans les sentiments. Non, nous ne devons pas verser dans les sentiments, mais nous devons comprendre que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas le Congo. Mais ne pas les mettre, c'est une façon de manifester aussi son âme. Non, on doit au contraire les mettre. Au contraire, on doit les mettre. Et pourquoi? Vous voyez, quand il y a eu le 11 septembre 2001, quand il y a eu... Trade Center. Ce jour-là, les drapelets américains ont été vendus comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a même des gens qui ont racheté des drapelets parce que lui n'en a pas. C'est-à-dire que c'est dans le moment de malheur qu'on doit dire nous pleurons, mais nous aimons notre pays. Que nous témoignons notre attachement à notre nation. Dans le moment de malheur. Dans le moment de malheur, comme celui que nous sommes en train de traverser. Dans le moment de tourment, nous aimons notre pays, nous continuons à l'aimer, nous continuons à nous attacher à notre pays. Parce que le pays n'est pas ce que nous tenons en main. Le pays n'est pas ça. Le pays, c'est au fond de nous ici. Voyez-vous, le pays, c'est dans notre cœur. Le pays, le Congo doit vivre dans nos âmes. Malgré les injustices, malgré tout ce qui se passe, malgré. C'est ça justement l'amour. C'est ça justement le patriotisme. Ok? Nous souffrons, mais nous n'allons pas avorter. Ok? Nous n'allons pas mettre dehors ce pays qui nous a vu naître. Nous n'allons pas mettre dehors ce pays qui nous a vu grandir. Nous n'allons pas mettre dehors ce pays qui a vu nos parents naître. Et nous n'allons pas mettre dehors des pays qui verront nos enfants naître et aussi les enfants de nos enfants. Donc nous continuons à les porter dans nos âmes.
Nous continuons à parler de lui en bien. Mais cela ne nous empêche pas de livrer le vrai combat pour sa véritable émancipation. Et cette émancipation part d'abord par une révolution culturelle. Maintenant, partant de cette révolution culturelle, c'est là où maintenant le rôle de l'Église devient prépondérant. Voilà. Nous allons lire cette semaine, c'est parler du rôle de l'Église, comme vous l'avez déjà introduit. Mon professeur de 6e année primaire, plutôt 6e année primaire, oui, monsieur Jean Bosco Bonga, il est à Likasi. C'est là où il est. Oh. Il dit félicitations, pasteur. Franchement, félicitations. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Jean Bosco Bonga, il travaille dans l'administration publique, très rigoureux, je vous dis très rigoureux. Jean Bosco Bonga, monsieur Hervé Kambundi Muzinga, il dit bonne fête et félicitations. Merci à vous aussi. Voilà, monsieur Léonard Moutombo qui dit félicitations. Merci. Léonard Moutombo, je crois il est au Canada. Okay. Voilà, lui nous suit à partir de là. Monsieur Osé Manzanza, journaliste à Top Congo FM, il dit bonne fête et félicitations, docteur. Merci beaucoup, bien-aimé Osé. Voilà, Dédé Yabidi, félicitations et bonne fête. Shinam Belechi, journaliste à la radio BBC, il dit félicitations et bonne fête de l'indépendance. Jojo Ngombi qui dit félicitations. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de félicitations, c'est le patriotisme, mais bien c'est l'amour de l'émission. Je disais, partant, mais puisque maintenant la révolution culturelle doit être, parce qu'on a vu nos professeurs échouer, on a vu les pasteurs échouer, on a vu les acteurs culturels échouer, les politiciens n'en parlons même pas. Ok? Les politiciens n'en parlons même pas. Donc, si on dit les pasteurs ont échoué, on peut parler de l'échec des policiers parce que c'est tellement grave. C'est flagrant. c'est flagrant. Et notre règle, c'est parce que nous croyons que tout viendra par eux. Par les politiciens. C'est ça la faiblesse du Congo. La responsabilité de l'Église. L'Église a vendu le vent à la population. Comment on peut étudier? Surtout l'Église c'est pas réveil dont vous appartenez. A fait quoi? A endormi la population. Non. Moi, je suis aussi pasteur, non? Est-ce que si je viens endormir la population? C'est vrai qu'il y a des manières... Dans l'ensemble aujourd'hui, le message de l'Église n'a pas aidé la nation. S'il faut les reconnaître aussi, comme vous avez dit que la presse a échoué, nous reconnaissons volontiers. Mais l'Église doit reconnaître aussi que son message n'a pas aidé la nation. Son message n'a pas aidé la nation parce que son message était partiel. Très très partiel. Son message s'est limité à ce qui est spirituel. Et pourtant, l'homme n'est pas que spirituel. L'homme, il faut le considérer dans sa dimension holistique. Esprit, âme et corps. Nous nous sommes concentrés sur le spirituel. Et nous avons laissé l'âme, le savoir, l'intelligence. Nous avons laissé le corps sans tenir compte de l'environnement dans lequel il vit. Oubliant que le travail que l'homme fait dans son esprit résulte des conditions qu'il rencontre dans le niveau matériel ou physique de son corps et aussi de ce qu'on lui a inculqué comme mentalité, comme pensée au niveau de son intelligence. L'Église a échoué dans cette dimension-là. Et aujourd'hui, avec les retards que nous acquisons aujourd'hui, je ne peux pas envoyer mes enfants aller prier dans une église où le pasteur ne leur dit que le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel, sans leur rappeler qu'ils ont aussi une responsabilité sur la terre. Responsabilité non pas que l'État leur a assignée, mais responsabilité que Dieu leur a donnée. Parce que les enfants ne sont pas seulement le ciel, ils ne sont pas la lumière du ciel, ils sont la lumière du monde. C'est-à-dire, si les chrétiens qui viennent dans nos églises ne parviennent pas à prendre conscience de leur appel, de leur vocation terrestre, alors ils ne sont pas prêts pour le ciel. Mais apparemment, c'est comme s'il y a guerre de messages, de concepts au sein de l'Église. Il ne doit pas avoir guerre de messages. Mais visiblement, sur terre, il y a ça. La Bible dans sa dimension, dans sa totalité, de Genèse à l'Apocalypse. Dieu a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé l'homme. Il n'a pas placé au ciel, il l'a placé sur la terre. Il l'a placé où? Dans un jardin. Jardin d'Éden. En d'autres termes, aussi longtemps que nous ne vivrons pas dans un environnement qui ne ressemble pas à un jardin, c'est-à-dire nous ne sommes pas encore prêts à dire que nous avons pleinement Dieu en nous. Ok? Quand Israël est entré dans la terre promise, la manne a cessé de tomber. Pour dire, vous n'allez plus manger de la gratuité, vous n'allez plus manger de la bonté des autres. Vous devez travailler vous-même et manger. Aussi longtemps que nous n'allons pas prêché le travail, aussi longtemps que nous ne l'avons pas prêché le bon sens. 60 ans après. Aussi longtemps, moi je ne suis pas dans les 60 ans. Vous êtes dans l'église. Je suis dans la logique, c'est-à-dire le parcours de la nation. C'est facile de dire 60 ans. Parce que même 10 ans après l'indépendance, on devait déjà être plus loin. Nous sommes dans l'église, docteur.
Nous sommes dans le message de l'église. Nous sommes dans le message de l'église. Mais justement, je dis que l'église a une grande responsabilité. L'église doit avoir un message qui éveille et non pas qui endort. C'est quoi le message? Éveil patriotique? C'est quoi le... Non, vous savez, la patrie bénéficiera lorsque le message de l'église fera que les chrétiens soient compétitifs dans les marchés. La patrie va en bénéficier. Marché d'emploi, marché de recherche. De tout. Qu'à l'université, qu'on se rende compte que les chrétiens sont les meilleurs. Que dans les marchés, on se rende compte que les chrétiens sont ceux qui vendent le plus. Malheureusement, c'est le message qui a manqué à l'église. C'est comme ça que j'ai dit. L'église doit prêcher la Bible dans toute son entièreté. Nous devons divorcer de ces messages missionnaires que nous avons hérités. Ces messages missionnaires qui a pris quelques versets bibliques, il a mis de l'emphase dessus, il a insisté dessus, comme si c'était le seul message qui existe. Mais malheureusement, ces églises qui vendent les illusions sont plus nombreuses que les églises entre guillemets sérieuses. Et ils ont une popularité, cette population y va, malheureusement. Maintenant, c'est là où je disais qu'il faut travailler en synergie. Vous, des médias, donnez de l'espace à ces églises-là. Vous de l'église, commencez d'abord par mettre de l'ordre dans la boutique. Non, vous êtes dans des plateformes aujourd'hui que vous ne vous acceptez pas. Vous voulez une chose et son contraire. Mais apparemment, si les médias donnent de l'espace, mais vous ne vous organisez pas, quelle est la responsabilité des médias? 2 minutes, je vous en prie. Comment fonctionnent les grandes nations? Comment sont-elles devenues grandes, ces nations? On ne regarde pas d'en haut. À un moment donné, quand la pyramide ne s'est pas déversée, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser la pyramide, mais tout en subissant les conséquences. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous, des médias, vous constatez que telle personne a un message qui peut sauver la nation, telle personne a un message qui peut concourir à la réalisation de mes intentions ou de mes desseins. Parce que moi aussi, je veux que la nation aille de l'avant. Je veux que la communauté s'améliore. Qu'est-ce qu'on fait? On lui fait appel. Mais quand vous devez aller chercher la personne, vous lui demandez ce qu'il n'a pas. Pour qu'il vous donne ce qu'il a. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de moyens. Comment va-t-il venir à la télévision? Dites-moi. Ils sont nombreux, ces pasteurs. Pourquoi vous pensez que les pasteurs sont nuls? C'est parce que ce sont ceux qui ont de l'argent qui sont passés et vous avez dit qu'ils sont nuls. Et pourtant, il y a des bons pasteurs, mais qui n'ont pas de moyens pour passer à la télévision. Êtes-vous prêts à partager vos plateaux avec eux? Parce que eux, quand ils prêchent, ils affectent les 3 dimensions de l'homme. L'esprit, l'âme et le corps. Ils sont déjà invités. La preuve, c'est vous sur ces plateaux. Non, la preuve, c'est vous. Non, moi, je prends la part des médias. La preuve, c'est vous sur ces plateaux. Nous vous avons invités parce que nous avons compris que vous avez ces 3 dimensions. Mais si nous rentrons dans l'église, vous devez, au sein de l'église, avec vos pères, mettre de l'ordre. Qui est pasteur, qui ne l'est pas? Parce que ça, ce n'est pas la responsabilité des médias. Non. Qui se proclame pasteur? C'est dans votre organisation. Vous devez mettre de l'ordre dans la boutique. En fait, aujourd'hui, quelqu'un peut aller à Gambela, s'acheter une chemise avec col pastoral et il se déclare pasteur. Et ça, ce n'est pas de la responsabilité de l'église et du média. Les médias n'octroient pas la qualité d'un pasteur à un homme. Vous devez reconnaître les désordres qui existent aussi au sein de vos organisations. Je reconnais, il y a un grand désordre. Ça, je le reconnais. Mais les médias, j'insiste, doivent aussi barrer la route à certains messages qui avilissent, à certains messages qui nous amènent dans le nivellement vers le bas, à certains messages qui viennent aliéner l'homme, les chrétiens congolais. C'est-à-dire, faites aussi de votre matériel, de votre média, un moyen pour contribuer à l'avancement ou à l'amélioration de l'homme congolais. Merci beaucoup. Solange Mouela Toko. C'est l'épouse de notre regretté. Que Dieu bénisse. Voilà, le présentateur attitré de cette émission Carrefour Matinal, dont nous avons hérité. Amen. Félicitations et bonne fête. Eddie et Dr Silas et Studio Sangomalamu. Merci Carrefour Matinal, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, maman, que Dieu vous bénisse tous les enfants. Voilà, nos salutations à Précieux et Believe. Voilà, que le pasteur Lestoko avait à la tendance à appeler Chouchou. Mardoché, je sais pas moi, Mardoché M. Pasteur, après 60 ans, l'église ne peut aussi faire le bilan de ses prédications.
Une bonne question. Très bonne question. Voilà. L'Église ne doit pas attendre 60 ans pour faire le bilan d'une prédication. Non, il dit 60 ans après. 60 si vous ans. faites le bilan de vos prédications, ça représente quoi par rapport à la nation? Il suffit de voir ce que la nation est. Et nous allons comprendre ce que l'Église a donné. Il y a des pasteurs qui sont sincères, honnêtes, mais avec un mauvais message. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils croient prêcher ce qui est bon, mais en réalité, ce n'est pas bon. Parce que cela va aliéner l'homme congolais. Merci beaucoup. Joseph Nyami qui dit, docteur, après 60 ans, on a tous remarqué que la politique a échoué. L'Église ne peut pas prendre la relève. L'Église n'a pas pour vocation de remplacer la politique. L'Église a pour vocation de moraliser. La communauté. La communauté nationale. L'Église a pour vocation de sensibiliser. L'Église a pour vocation de réconcilier. L'Église a pour vocation de motiver, pousser l'homme chrétien à l'action. En lui présentant ce que Dieu attend de lui, en lui présentant ce que Dieu veut pour lui. Et ça, nous ne l'avons pas assez fait. Mais plutôt l'Église s'est laissée faire et devenir malheureusement manipulée par des hommes politiques. Merci. Dernier message. André Nganou, félicitations pasteur. Aujourd'hui, je peux autoriser au pasteur de faire la politique. C'est un pasteur, je crois. Est-ce qu'il peut autoriser à ses collaborateurs pasteurs de faire la politique? La Bible n'interdit pas. La Constitution n'interdit pas. Mais un conseil, pour qu'un pasteur fasse la politique, 3 conditions. 3. Première condition, il doit se rassurer qu'il a la vocation. De faire la politique. C'est Dieu qui l'a appelé à faire la politique. Deuxième condition, il doit se rassurer, il est compétent. On ne va pas faire la politique parce qu'on est fâché. On doit faire la politique pas parce qu'on est dessus. On fait la politique parce qu'on connaît les béabas. De la politique. On sait comment ça fonctionne. Les ABC. Voyez-vous, on va faire la politique tout en sachant que la politique n'est pas la religion. Merci. Où on vous dit amen. Merci. Troisième condition, il faut avoir une vision. Pourquoi vous voulez faire la politique? Merci. Parce qu'en tant que pasteur, je peux changer beaucoup de choses que les députés ne pourront pas changer. Avant de connaître qui est Dr Silas, cette question on la pose tous les jours. Ces 60 ans, comment nous pouvons le résumer et quelle est l'attitude à avoir en tant que Congolais et qu'est-ce qu'il faut faire en tant que Congolais? Que ça change. Et pour que ça change, il ne faut plus regarder aux politiques. Impliquons-nous tous aux côtés des politiques. Pour que ça change, il ne faut plus attendre tout de Dieu. Parce que Dieu aussi attend de nous. Pour que ça change, nous devons revoir notre message. Pour que ça change, nous devons être fiers de ce pays que Dieu nous a donné. Pour que ça change, nous devons travailler. Travailler le matin, travailler à midi, travailler même tard le soir. Parce que notre retard est énorme. Pour que ça change, nous devons cesser de parler en mal du Congo. Pour que ça change, nous devons apprendre à consommer congolais. Pour que ça change, nous ne devons plus parler par procuration ou par dérogation. Tel a dit, tel a dit. La Bible a dit, le règlement a dit, la Constitution a dit. Pour que ça change, on ne doit plus aller à l'université pour avoir un diplôme. Il faut y aller pour acquérir des connaissances. Pour que ça change, il faut qu'il y ait ce qu'il y a déjà aujourd'hui, Dieu bénisse le président, la gratuité. Mais il ne faudrait pas que la gratuité nuise à la qualité. Pour que ça change, il faudrait que la femme congolaise soit respectée, considérée dans toute sa dignité. Pour que ça change, il faudrait qu'on se sente indigné de voir des enfants sur le boulevard en train de demander de l'argent. Ça doit nous indigner. Pour que ça change, il ne faudrait pas seulement qu'on descende dans la rue pour des questions politiques, mais on doit aussi descendre pour des questions sociales. Merci beaucoup, docteur Silas Mimile Makangu. Qui est docteur au-delà d'être mon invité? Le docteur Silas, il est pasteur d'une église, l'église Cité Rama, qui se trouve à la Gombe, derrière l'ambassade de la France, au niveau des Sosimat. Le docteur Silas est consultant en leadership et en communication politique, consultant. Le docteur Silas est père de famille, marié et père de famille. Le docteur Silas est écrivain. Et le docteur Silas est un conférencier, il est scientifique. Le docteur Silas est aussi chef d'entreprise. Merci beaucoup. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci pour vos brillantes interventions qui ont aidé le Congolais de Kinshasa, de l'RDC, monsieur de la diaspora, qui nous ont suivis, mais on me rappelle toujours les sujets sur la diaspora. Je crois qu'on pourra commencer ça la semaine prochaine, le temps d'épuiser cette matière sur l'indépendance de l'RDC. Merci à vous tous qui nous avez suivis.
On se retrouve très prochainement. Cette émission sera rediffusée comme c'est le 30 juin, tout au long de la journée, mais aussi tard la soirée, justement pour permettre aux Congolais de nous suivre. Merci à Justine Kepia qui était seule derrière les caméras. Merci à Gimboum qui était derrière la régie. Et la partie Internet était assurée par Fiston Kadiata et M. Kabila Betsayel. Merci, les éloges me vont droit au cœur. Très bien habillé. Merci. On sent vraiment que c'est l'indépendance. Merci, Dr Silas Mimil. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Tout christianisme qui n'affecte pas la mentalité, la manière de penser d'un peuple, n'a pas encore réussi. Si nous pensons que c'est parce que quelqu'un ne va plus à la boîte de nuit qu'il n'a plus de problème, alors là nous commettons une erreur. Il ne faut pas me tourner ça comme un pasteur. C'est pas parce que vous en avez monté mon aîné qu'il faut comme un pasteur. Génération Tondolo.